rejointe. Euh, voilà, Sigal, est-ce que tu es disponible aussi? Oui, tout à fait. Alors, nous sommes là pour à peu près 1 heure et demie pour les personnes qui pourront rester jusqu'à 20 heures, pour parler mixité. Mixité en entreprise dans le cadre de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive, euh, à laquelle nous sommes vraiment très heureux et heureuses de participer avec le laboratoire de l'égalité. Ce soir, nous parlerons mixité avec 3 invités voilà, que je suis très très heureuse d'accueillir. Euh, 3 invités qui vont nous parler de points de vue très différents. Nous parlerons de définition, nous parlerons d'état des lieux, des bénéfices que peut avoir la mixité en entreprise, peut-être aussi des freins qu'on peut rencontrer, et puis de la façon dont on peut promouvoir la mixité sans entraîner euh, trop de stéréotypes ou sans renforcer les stéréotypes. On verra tout ça. Et puis, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Alors, notre façon de faire avec les pages de l'égalité, c'est plutôt de vous proposer d'écouter les discussions pendant 1 heure, voilà, jusqu'à peu près 7 heures et demie, et puis de vous inviter à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses, qui est en bas de votre écran, plutôt vers la gauche. Mais on vous invitera avec Sigal à poser vos questions plutôt vers 7h20, de façon à ce que vous n'ayez pas à poser des questions auxquelles nos invités auraient déjà répondu. Et puis, entre à peu près 7h30 et 20h, vous pourrez poser vos questions à nos invités qui vous répondront. Voilà, alors, je vois que petit à petit, les personnes se joignent à nous. Bienvenue pour celles qui viennent d'entrer. Et puis, Sigal, qui est la coordinatrice du laboratoire de l'égalité, merci d'être avec nous et de nous aider à organiser cette visio. Je te demanderai peut-être de retirer le partage d'écran pour qu'on voit davantage nos invités et que je puisse les présenter. Voilà. Bonjour à toutes les 3, je suis ravie de vous retrouver et je vais prendre le temps de vous présenter chacune et puis de vous donner la parole pour que vous puissiez déjà, dans un premier temps, donner certains axes depuis et nous donner des indications sur l'endroit depuis lequel vous parlez et depuis lequel vous allez partager voilà, vos idées et votre expérience. Alors, je voudrais commencer par vous, Marie-Claude Sivagnanam. Vous êtes directrice générale des services de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et vous êtes également vice-présidente de l'association Dirigeantes et Territoires, qui est un réseau dédié à l'égalité dans la fonction territoriale. Vous êtes également vice-présidente du syndicat des directeurs généraux et directrices générales des collectivités territoriales en charge des transitions sociétales et managériales. Alors, ce qui me venait pour introduire un petit peu nos échanges, c'est que vous êtes extrêmement engagé depuis longtemps dans l'action locale et territoriale. Et je voulais vous demander, pour vous, eh bien, est-ce que la mixité, c'est aussi un enjeu important et aussi important dans le secteur public qu'au niveau des entreprises privées? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, ravie d'être présente parmi vous. Alors, effectivement, dans la fonction publique territoriale, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de sujet de mixité parce que on a un taux de 63% de femmes qui sont présentes dans la fonction publique territoriale. Et puis, on peut voir beaucoup de femmes qui ont des postes à responsabilité. Donc, on peut se dire que finalement, il n'y a pas de souci particulier. Or, pourquoi est-ce qu'on a créé l'association Dirigeantes et Territoires? C'est parce que le constat, c'est que finalement, sur les postes de direction générale, malheureusement, il y a un fossé qui se creuse et qui est similaire à celui qu'on peut rencontrer dans d'autres milieux, notamment dans les entreprises, à savoir que la part des femmes sur des emplois de dirigeants est de 39% dans la fonction publique territoriale. Et si on prend spécifiquement les postes comme celui que moi j'occupe de direction générale des services, qui est le poste qui est auprès du président ou du maire en collectivité locale,
Là, on voit que plus on monte en strate, c'est-à-dire plus les collectivités sont grosses et moins les femmes occupent ces postes de DGS. Pour prendre un exemple, dans les départements, il y a seulement 15% de femmes dans les postes de directeur ou directrice générale des services. Donc, ce qui est en proportion, comme vous le voyez, assez peu. Et pourtant, les concours pour accéder à ces postes, on a un concours qui est l'équivalent de l'ENA, désormais l'INSP, dans la fonction publique territoriale, qui est le concours d'administrateur territorial. Il y a autant de femmes que d'hommes qui réussissent ces concours. Moi, par exemple, dans ma promotion, puisque moi, j'ai passé ce concours-là, je l'ai passé en 2005. Et donc, dans ma promotion 2005-2007, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a moins de femmes qui deviennent DGS que d'hommes, alors même qu'on a la même formation, qu'il y a autant de femmes que d'hommes en interne comme en externe. Donc, ça ne s'explique pas par une question de compétences ou de vivier. Et donc, il y a des freins à cette mixité. Et après, de manière plus générale sur les postes, on a certaines filières qui sont beaucoup plus féminines ou beaucoup plus masculines. Donc, on a un vrai enjeu à montrer que les métiers s'adressent à toutes et à tous, quels que soient les métiers occupés. Donc, ça ne va pas vous surprendre, c'est que dans la filière sociale, médico-sociale, on est à 95% de femmes. A contrario, quand on est dans la filière technique, on est à 41%. La filière sportive, on descend à 28%. Et après, sur la police municipale, la sécurité, on est à 22%. Donc, on a un enjeu à montrer que les métiers s'adressent à toutes et à tous et que c'est une question d'envie et pas une question de genre. Merci beaucoup. Merci Marie-Claude Sievanianam pour déjà cet état des lieux très très intéressant. Je vais présenter maintenant Catherine Guerniou. Catherine, vous êtes dirigeante depuis 20 ans de l'entreprise à Fenêtrière, qui est une entreprise spécialisée de la menuiserie, des fenêtres et des fermetures extérieures. C'est une reprise d'une entreprise familiale. Et vous êtes par ailleurs vice-présidente de la Fédération française du bâtiment. Vous exercez aussi d'autres mandats nationaux. Vous siégez au COMEX national de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et par ailleurs, vous êtes conseillère au Conseil économique, social et environnemental. Et vous vous chargez notamment des questions liées à l'environnement et aux droits des femmes. Alors, ce qui me venait bien sûr un peu spontanément, c'est que vous représentez un secteur professionnel majoritairement masculin, dans lequel vous dites vous-même que la parité peut être difficile à obtenir sur le terrain. Dans ce contexte, j'avais envie de vous demander quel est le regard peut-être original, peut-être spécifique, que vous portez sur la question de la mixité en entreprise. Alors bonjour, bonsoir à toutes et tous. Merci, merci Aline de cette invitation et je suis très contente d'être avec vous. Le regard que je porte, je vois que dans le bâtiment, on va être encore plus mauvais élève que Marie-Claude, puisque nous, les chiffres de 2022 annoncent 13% de femmes dans le domaine du bâtiment, sachant que sur ces 13%, c'est 46% plutôt dans des emplois on va dire, de technique, mais déjà, nous, on a différentes classifications. Il y a ouvrier, étam, cadre. Donc là, on est dans le format, on va dire, étam. 21% dans les cadres et simplement que 1,8% au niveau des ouvriers. Donc, en fait, sur le terrain, sur nos chantiers, nous avons très peu de femmes, même si cela tend à évoluer. On voit que c'est encore difficile, il y a beaucoup de freins. Et donc, nous devons amener au niveau des formations, au niveau de tous les strates, on doit vraiment apporter justement cette féminisation et puis surtout dire aux jeunes femmes que c'est possible aussi d'être dans ces métiers du bâtiment. Par contre, ce qui est intéressant au niveau de l'entrepreneuriat en tant que tel, là, je vous disais plus au niveau salarial. Au niveau de l'entrepreneuriat, ce qui est intéressant, c'est quand même que plus d'une entreprise sur deux est dirigée ou co-dirigée par une femme. Donc là, on retrouve par contre beaucoup plus la présence des femmes. Au sein de la FFB, 10% des mandataires sont des femmes. Et 25%, nous avons l'école des jeunes dirigeants et donc 25% de femmes dans ces écoles de professionnels qui forment justement à la reprise d'entreprise. Donc aujourd'hui, vous voyez,
c'est encore, on voit que ça se développe, surtout sur les fonctions support, les fonctions d'entrepreneuriat, mais on doit encore continuer, poursuivre nos efforts. Donc ça, c'est sur la filière, bâtiment. Par contre, par rapport à ma vie de mandat, pour le coup, au CESE, nous avons la parité. Et là, c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Voilà, merci. Merci Catherine pour aussi cet état des lieux. Alors Catherine Bonneville-Moraski, je vous présente, vous avez été directrice de communication dans de grands groupes pendant longtemps et vous avez fondé Eragina, qui est un cabinet de conseil en mixité, inclusion et carrière au féminin qu'aujourd'hui vous dirigez. Vous avez aussi fondé en 2010 le club Comme Elle, qui réunit des professionnelles actrices de la transformation du monde de l'entreprise, notamment dans le domaine de la communication, du marketing, du digital et de la RH. Et vous êtes, Sigal, c'est le moment, l'autrice d'un livre, moi, qui m'a passionnée, qui s'appelle « La mixité en entreprise, sans question ». Alors, ça doit être juste après. Sans question, voilà, réponse sur la mixité en entreprise que vous avez fait paraître en 2022 aux éditions Ellipse. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre parce que c'est vraiment sans question-réponse, très très précise, avec des données chiffrées, avec des définitions, avec des réflexions de fond. Vraiment, moi, ça m'a beaucoup enrichi et ça ça m'a outillé pour préparer notre échange. Merci Sigal, on va peut-être enlever pour le moment le partage. Alors, voilà ma question pour vous donner déjà la parole dans cette introduction. Catherine, vous avez fait du conseil en mixité votre cœur de métier depuis déjà 12 ans. Si vous deviez synthétiser, résumer les quelques enjeux principaux de la mixité en entreprise, pour vous, quels seraient-ils ? Alors, merci Aline, bonjour à tout le monde déjà, merci pour cette introduction. Et je voudrais juste, avant de répondre à votre question, je viens de découvrir quelque chose d'extraordinaire. C'est Catherine qui vient de donner un chiffre que je ne connaissais pas, 50% de femmes dirigeantes ou co-dirigeantes dans le bâtiment, c'est largement supérieur à tous les autres secteurs. Donc bravo, c'est vraiment un chiffre que je ne connaissais pas et qui mérite d'être mis en avant. Donc, pour répondre aux enjeux, je dirais que les enjeux de la mixité, ils se situent à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de la société, avec le sacro-saint principe républicain de l'égalité des chances. Tout le monde doit avoir les mêmes chances. C'est une question de justice au sens c'est juste. Et donc, il est juste de retrouver les femmes et les hommes, que les femmes et les hommes aient les mêmes opportunités, les mêmes chances de faire carrière. Il y a également au niveau de la société, bien sûr, des raisons économiques. Des études ont prouvé que si les femmes avaient les mêmes salaires que les hommes, on augmenterait le PIB de façon conséquente. Et puis, ça ferait rentrer dans les caisses de l'État des taxes, des charges sociales, etc., etc. Après, il y a un enjeu pour les entreprises. Les entreprises, elles ont plusieurs enjeux sur ce sujet. D'abord, qui est un enjeu de talent. Même si elles estiment que c'est pas à elles de régler ce problème-là, et encore elles sont de moins en moins nombreuses, heureusement, à penser ça, mais un problème de talent, parce que ne pas aller chercher, les femmes représentent plus de 52% des talents, et même dans les diplômés Bac+5, 56% des diplômés Bac+5. Donc ne pas aller chercher dans ce vivier-là, c'est se priver d'un grand nombre de talents. Elles ont également un enjeu d'efficacité, de compréhension des clients. 80% des décisions d'achat sont faites par les femmes, y compris par exemple dans le secteur de l'automobile. Donc je pourrais vous citer plein d'exemples dans lesquels en fait des hommes ont conçu des produits ou ont développé de nouvelles offres et quand c'est sorti sur le marché, à mince, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas pensé aux femmes et que ça fonctionnait pas très bien. Par exemple, les ABS qui avaient été conçus pour les hommes et qui écrasaient les femmes. Vous voyez, c'est quand même, ça peut être des sujets aussi assez importants. Et puis, et c'est pas le moindre des enjeux, c'est que plusieurs études montrent que la mixité femmes-hommes et la diversité au sens large, il faut le reconnaître, mais en tout cas, les études sont faites sur la mixité femmes-hommes, accroît la performance des entreprises. Donc là, je pourrais revenir sur des chiffres après, mais en tout cas, il y a une forte corrélation entre la mixité et la performance des entreprises.
Donc, au-delà de ça, elle diminue aussi un risque réglementaire, hein, puisque c'est de plus en plus, il y a un cadre légal qui est de plus en plus fort. Donc, si on n'y va pas, si on ne prend pas le sujet à bras le corps, on s'expose peut-être à certaines sanctions. Et puis, ça leur permet enfin d'améliorer leur image corporate, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles à ce sujet-là, en particulier, et avec quand même un bémol, parmi certains jeunes, pas parmi tous les jeunes. Donc, il y a un vrai, enjeu d'image corporelle. Après, il y a un enjeu, bien entendu, pour les femmes, hein. Donc, je dirais, c'est ce que je disais au démarrage, le principe républicain de l'égalité des chances, c'est que les femmes doivent pouvoir choisir leur carrière, avoir accès aux mêmes opportunités que les hommes, tant en termes de secteur que d'activité, que de métier, que de position hiérarchique. Donc, il faut crever ce sacré palafond de verre. Elles doivent également bénéficier du même traitement. C'est pas récent, hein. Il y a une loi, la première loi était en 1972, par exemple, sur le salaire. Elles doivent avoir les mêmes salaires que les hommes. Et elles doivent pouvoir concilier leur vie pro et leur vie perso sereinement. En particulier, la maternité, on le voit, c'est un facteur de décrochage fort dans les carrières des femmes. Et enfin, ce serait quand même pas mal qu'on finisse par arriver que les femmes ne vivent plus au quotidien du sexisme, qui est quand même parfois lourd, qui peut avoir des conséquences et des impacts importants sur la santé, non seulement des femmes, mais des équipes, des hommes et des femmes, etc. Et puis, n'oublions pas les hommes. D'abord, parce que surtout, n'opposons pas les hommes et les femmes, parce qu'aujourd'hui, ce sont les hommes qui ont la manette pour faire changer pour faire bouger les lignes. Donc, en fait, il faut aussi qu'ils s'y retrouvent. Et le fait de travailler sur ces sujets, ça leur permet eux aussi de se libérer de stéréotypes qui sont parfois pesants pour eux. L'homme doit réussir, l'homme doit être le chef de famille, doit ramener l'argent à la maison, etc., etc. Toutes les avancées qui sont faites grâce au sujet de la mixité, comme la conciliation de la vie pro et de la vie perso, bénéficient aux hommes également. Et puis, ça leur permet aussi d'évoluer dans des climats plus sereins dans l'entreprise. Par exemple, on sait que le cas de souffrance au travail sont plus élevés dans des équipes non mixtes que dans des équipes mixtes. Et puis également, ça peut leur permettre d'accéder à des métiers, parce qu'il y a beaucoup de métiers où les femmes sont peu présentes, mais il y en a quelques-uns où les hommes sont peu présents, et il y en a peut-être qui aimeraient bien y aller, donc ça leur permet d'accéder à ces métiers-là. Et pour terminer, je pense que l'entre-soi qui existe aujourd'hui encore dans certains secteurs, dans certaines entreprises, à certains niveaux hiérarchiques, est pesant pour certains des hommes. Donc c'est un enjeu également pour eux important dans ce sens-là. Merci beaucoup pour toute cette richesse de fils que nous pouvons tirer pour nous représenter un petit peu ce que peut apporter la mixité en entreprise. Je crois que Catherine Garniou, vous n'étiez pas là quand je précisais ça à mes deux autres invités. Vous êtes vraiment libre et bienvenue d'intervenir si vous voulez rajouter quelque chose. Voilà, moi je vous pose des questions, mais si vous avez envie de rajouter une petite chose, vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Aline. Oui, c'est vrai, par rapport à ce que je disais, Catherine, je trouve que c'est très intéressant justement cette approche de voir qu'en fait, la mixité a toute son importance. Et vous voyez, dans un atelier, donc moi j'ai 2 ateliers de production de menuiserie, eh bien, qui sont 100% masculins, eh bien, dès qu'une femme vient justement dans l'atelier, eh bien, ça change complètement je vais pas dire l'organisation parce que l'organisation elle est déjà là, mais l'état d'esprit, ils sont beaucoup plus dans l'entraide et c'est vrai que souvent on souhaite justement accueillir des femmes parce que justement cette mixité est vraiment très très riche dans nos entreprises. Donc merci Catherine d'en avoir fait l'exemple parce que vraiment ensuite on le vit nous quand on a la chance justement d'avoir, souvent ce sont des femmes, de jeunes femmes qui sont en école d'ingénieur ou en école d'architecture, qui viennent faire leur stage en entreprise. Et donc, à cette occasion, justement, on a le plaisir de les accueillir et c'est toujours vraiment très riche pour toute l'équipe. Et donc en fait, c'est de façon très concrète que vous le vivez.
vous. Ah oui, 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 bah, Hein? bien sûr, C'est oui, bien ça. sûr. Mm. Et c'est vraiment, c'est toujours très intéressant. Et c'est vrai que dès qu'on met une mixité, je trouve que ça enrichit le débat, les échanges. Et même, je suis même agréablement surprise que même comment la santé mentale est même améliorée. Ça, je n'en avais pas l'information. Donc, merci à Catherine. Mm. Et peut-être Marie-Claude Tivaniana, vous voulez rajouter quelque chose sur cette question? Est-ce que vous vous en rendez compte aussi de ce que ça peut apporter très concrètement, la mixité, lorsqu'il y a un plus de mixité? Alors, c'est certain, déjà, moi-même, quand je suis dans des réunions où c'est mixte, je me sens quand même plus à l'aise que quand je suis la seule femme parce que, voilà, ça saute un peu aux yeux et, enfin, moi, ça me choque. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis engagée parce que je suis allée dans pas mal de réunions où j'étais la seule femme et je trouvais ça très choquant. Encore cet été, j'ai fait un voyage d'études où on était 25 et sur 25, on était 3 femmes. Enfin, enfin, ça me paraît absolument pas normal, enfin, voilà, tout simplement, parce qu'on est dans un monde mixte. Donc déjà, il y a le sentiment de se sentir à l'aise quand on est une femme et qu'on est dans des cercles où c'est mixte, en fait. Et par ailleurs, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que Catherine disait sur le fait de la place des hommes dans cette question de la mixité. C'est-à-dire que nous, on a eu un débat quand on a créé l'association Dirigeantes et Territoires, puisque bon, ça a un nom féminin dans son appellation. Est-ce que les hommes, est-ce que les hommes avaient une place ou pas, et laquelle dans notre association? Et on a assez vite eu un consensus sur le fait qu'il fallait à tout prix qu'ils soient présents dans l'association. Et donc, non seulement ils sont présents dans l'association, mais au bureau de l'association, il y a des hommes. Il y a notamment un homme qui est vice-président de l'association qui s'appelle Dirigeantes et Territoires et qui se sent très à l'aise dans l'association parce que justement, l'idée, c'est de se dire que on n'est pas en train de parler quand on veut faire progresser l'égalité, notamment sur les fonctions de dirigeants, on n'est pas sur un sujet des femmes pour les femmes. C'est pas une question de revendication des femmes elles-mêmes toutes seules. C'est une revendication d'égalité que certains hommes portent parfois même plus haut que certaines femmes. Donc c'est pas une question de genre en fait sur le fait de vouloir l'égalité. C'est plutôt une façon de considérer les changements opérés dans la société. Et effectivement, ce qui revient pas mal des hommes qui sont présents à nos événements, à nos échanges, c'est une prise de conscience aussi d'un certain nombre de choses que peuvent vivre les femmes dont ils n'avaient pas forcément conscience. Et du coup, dans leur métier de dirigeant, une meilleure façon d'accompagner la montée en responsabilité des femmes parce qu'ils comprennent mieux, ils décodent mieux voilà, ce que le ressenti ou même des remarques qui peuvent ne pas considérer comme sexistes et se rendre compte que des remarques blessent les femmes, alors même que c'est dit pas avec une intention mauvaise en fait à la base. Mais ce qui compte, c'est derrière comment c'est pris et que objectivement, de toute façon, c'est du sexisme. Donc ça, je pense que c'est vraiment très, très utile de rappeler que la mixité, c'est pas enfin, développer la mixité là où il y a plus d'hommes que de femmes, c'est pas un sujet des femmes pour les femmes. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que dans les métiers qui sont très féminins, c'est bien que les hommes qui eux-mêmes rentrent dans ces métiers-là puissent avoir aussi un rôle dans le fait de porter une image différente du métier et montrer en quoi enfin, il y a besoin de surmonter ces biais qu'on peut tous avoir. Hein. Merci. Alors, je vois que c'est un sujet déjà qui vous fait réagir. Catherine Guerniou, vous vouliez déjà prendre la parole. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Marie-Claude. Nous aussi, au CESE, je suis à la délégation du droit des femmes et à l'égalité. Et en fait, on a pas mal d'hommes aussi dans cette délégation. Et c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir parce que déjà, ils portent des sujets qui nous sont chers. Mais ils apportent aussi leur regard. Et ça, c'est important aussi parce que ça enrichit le débat. Et ils participent, il y a des avis en cours et ils sont aussi acteurs sur les avis. D'ailleurs, sur 2 avis qu'on a fait, il y avait 2 rapporteurs, c'était des hommes. Et ensuite, je trouve même, quand on aborde ces sujets, quand on est à l'hémicycle, je trouve même justement, leur présence nous est vraiment très profitable et ça permet d'enrichir également le débat. Donc oui, j'ai exactement le même ressenti que Marie-Claude. Voilà. Oui, c'est plus de la collaboration pour, Oui.
hein, pour construire Tout à fait, la tout à mixité. fait, Vous, tout vous à vouliez fait. rajouter quelque chose, Catherine Bonville-Moraski? Je voulais juste revenir sur ce sujet de quand on parle mixité, femmes et hommes ou séparément, sur deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, on ne peut pas avancer sans les hommes. Et ils apportent beaucoup, comme les femmes apportent beaucoup. Euh, il y a je pense, deux choses auxquelles il faut faire attention. La première, c'est que quand on parle de réseaux ou d'associations, comme en parlait Marie-Claude, les femmes ont également, je pense, besoin de se retrouver parfois entre elles. Parce que ça permet de libérer la parole, de se retrouver dans un climat de confiance où on ne se sent pas jugé et de prendre conscience de certaines choses. Vous voyez, moi, je raconte toujours une anecdote que j'ai vécue il y a très longtemps, il y a 10 ans maintenant, plus de 10 ans, euh, où il y avait un sketch de théâtre sur le sujet de la mixité et la comédienne racontait qu'elle partait en courant du bureau pour aller chez Picard faire ses courses pour le dîner du soir et toutes les femmes qui étaient dans la salle se sont mises à rire. Et moi inclus, parce que moi, depuis des années, je me disais, mes enfants ne mangent que du Picard, je suis vraiment une mauvaise mère, etc. Et c'est ce jour-là que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas la seule mère à nourrir mes enfants de Picard tous les soirs. Donc, il y a besoin de ces moments-là. La deuxième chose aussi, et j'entends bien que ce n'était pas dans ce sens-là, les deux témoignages, quoi, Marie-Claude et Catherine, ce que Marie-Claude et Catherine ont expliqué, exprimé, il faut aussi faire attention à une chose, c'est que on le sait, hein, là aussi il y a des études. Moi, je reviens toujours sur le sujet des études parce que je trouve que ça permet de ne pas retomber dans des stéréotypes, mais toujours est-il que il y a des études qui montrent que les hommes ont plutôt tendance à capter la lumière quand ce sont des sujets qui peuvent les comment dire leur servir. Alors les deux témoignages là de Catherine et Marie-Claude n'étaient pas dans ce sens-là, mais il faut également faire attention à ne pas laisser non plus que les hommes parler de ce sujet-là. Dans certaines entreprises, on se rend compte que quand la direction générale ou la présidence est très sensible sur le sujet et dit que voilà, et montre son engagement, c'est bizarre, d'un seul coup, il y a plein d'hommes qui veulent parler du sujet. Et ils ont même tendance à apprendre à se mettre sur le devant de la scène. Donc, il faut faire attention à ça aussi, à ne pas reproduire ce schéma où ils se mettent sur le devant de la scène et ils prennent la parole, juste parce que c'est un sujet qui peut leur permettre de se rendre visible d'une autre façon dans l'entreprise. C'était juste ça, mes deux remarques. Merci, merci beaucoup. En tout cas, on voit que c'est un sujet qui concerne et qui doit concerner quelque part les hommes comme les femmes pour que ça avance vraiment. Hein, c'est ce que j'entends dans toutes vos remarques. J'avais envie qu'on revienne sur la définition de la mixité. Est-ce que Sigal, tu peux nous partager ton écran? Alors là, j'ai emprunté au livre de Catherine Bonville-Moravsky cette définition: un métier ou une famille professionnelle est mixte lorsque les femmes et les hommes représentent une part comprise entre 40 et 60% de ses effectifs. Donc ce n'est pas vous, Catherine, qui avez inventé cette définition, mais vous la reprenez, une définition donnée par le CESE en 2014. Et j'avais envie, avant qu'on continue, de vous poser cette question-là. Catherine, mixité et parité, ça n'est donc pas la même chose. Non. Alors déjà, le CESE n'est pas à l'origine, c'est la loi Copé-Zimmermann qui est à l'origine de cette norme qui aujourd'hui est largement partagée. Alors, oui, la différence, si vous voulez, en bon français, la mixité, en fait, c'est un groupe dans lequel les deux sexes sont présents. Ça veut dire que si j'ai 50 hommes et une femme, ou l'inverse d'ailleurs, si j'ai un groupe mixte. Et vous voyez bien que j'ai pas avancé sur mon sujet. Ou si j'ai 50 femmes et 50 hommes, et les 50 femmes sont, je sais pas moi, à l'accueil et les 50 hommes sont aux fonctions de dirigeants, je n'ai pas avancé sur mon sujet. Bon, après, ce sont des mots qui sont utilisés, on sait de quoi on parle derrière. La parité, de la même façon, on n'est pas juste quand on utilise le mot parité, puisque la parité signifie une égalité parfaite. Ça veut dire que si j'ai 10 hommes, je dois avoir 10 femmes. Et ça, c'est de mon point de vue, ni souhaitable, parce que c'est ni souhaitable ni faisable en plus. Donc en fait, ces mots, ils sont utilisés pour parler de quoi? Pour parler d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en réalité. Donc voilà. Après, ça correspond pas
aux définitions du dictionnaire, mais on sait de quoi on parle. Voilà, donc en fait, en parlant de mixité et d'évolution ou de montée en mixité, on parle pas tout à fait de parité, si je comprends bien, Non, parce que 50%, 50%, d'abord, c'est c'est ça? ça. On pourrait pas être agile, si vous voulez, si à chaque fois on se dit, ah, Mhm. s'il y a une femme qui est partie, il faut retrouver une femme, etc. Ce qu'on sait, c'est que, et ça, il y a une étude américaine, c'est d'une université de l'Arizona, je n'ai plus les références qui a fait cette étude, c'est que, alors eux disaient, au-delà de 35% d'un sexe représenté, il y a un vrai, il y a un vrai échange de points de vue, il y a un vrai, il y a une vraie valeur à apporter au fait que ce soit mixte. Par exemple, tout à l'heure, il y a dans les témoignages de Catherine et Marie-Claude, on parlait de femmes qui étaient seules. On sait aussi, par exemple, au sein d'un COMEX, une femme seule n'est pas entendue. À chaque fois qu'elle prend la parole, c'est elle. C'est Marie qui pense ça, c'est Marie qui dit ça, etc. Quand elles sont deux, c'est les femmes. Et on commence à se dire qu'elles ont des choses intelligentes à dire quand elles sont trois. Je force le trait, hein. Mais en tout cas, il faut effectivement, et vous le voyez, dans un COMEX, c'est quoi? C'est 10 personnes. Donc, dès qu'on est à 30-40%, dans les deux sens d'ailleurs, hein, parce qu'il peut y avoir 40% d'hommes et 60% de femmes, mais c'est un pourcentage dans lequel on trouve un certain équilibre, un certain sens de l'écoute, du partage, et qui permet de créer de la valeur pour le groupe, pour l'entreprise. Et alors, donc, du coup, simplement pour déjà qu'on ait une bonne image globale de là où on en est aujourd'hui, en fait, peut-être de l'état des lieux aujourd'hui, euh, euh, on sait qu'il y a un cadre juridique, vous parliez de la loi Copé-Zimmermann tout à l'heure, qu'il y a des cadres juridiques qui ont été contraignants et qui ont permis d'imposer des objectifs chiffrés. Vous préférez objectifs chiffrés plutôt que quotas, et je suis assez, assez d'accord avec vous, je trouve ça plus positif comme expression. Ça fait beaucoup évoluer la mixité en entreprise. Est-ce que Catherine, simplement, sur cet état des lieux, vous pourriez nous donner quelques chiffres pour qu'on ait un bilan global de la situation aujourd'hui en 2023? Oui et non. Ça a fait évoluer. On a vu la loi Copé-Zimmermann, les entreprises avaient obligation d'avoir 40% du sexe le moins représenté. Hein. Bon, bien entendu, c'était les femmes. On y est arrivé. On est d'ailleurs les meilleurs élèves en Europe aujourd'hui. Mais on pensait que cette mixité permettrait en fait de jouer un rôle locomotive pour que dans toutes les strates dessous, on ait des femmes qui montent. En réalité, on s'est rendu compte que non, on stagnait à peu près à 20-22% de femmes parmi les cadres dirigeants, dans les COMEX et les CODIR. Donc, il y a la loi Rixin aujourd'hui qui impose que d'ici à 2030, on soit aussi à ce quota 2030. Hein, c'est dans 16 ans. Il faut quand même bien l'avoir en tête, qui impose que on soit à cette même équilibre au niveau des cadres dirigeants, puisque COMEX et CODIR, juridiquement, ça n'existe pas, c'est les cadres dirigeants. Donc, aujourd'hui, on a avancé grâce à ces quotas. Derrière, ça suit pas réellement les chiffres qu'on en a. Vous voyez, par exemple, dans le CAC 40, aujourd'hui, on a 3 femmes DG sur 40 entreprises. On n'a aucune femme PDG. On a 2 femmes présidentes des conseils d'administration sur 40, donc on n'est pas non plus, on n'y est pas encore tout à fait. Donc dans les cadres dirigeants, je vous disais, les femmes représentent, je ne sais plus, 22-24%. En plus, là où il faut faire attention, c'est que quand on parle de ça, on parle toujours du SBF 120 ou du CAC 40, parce que c'est des entreprises qu'on peut aller, on peut aller regarder ce qui s'y passe. Or, le SBF 120 pardon, ne représente pas le pourcentage le plus fort de salariés en France. Ce qui se passe dans les autres entreprises, ça, on n'en sait fichtrement rien. Et les signaux qu'on a sont plutôt, je dirais, négatifs et ont l'air de dire que, effectivement, on n'avance pas. Dès que les entreprises, etc., elles sont pas sous le feu, soit d'une loi qui est sur lequel il y a des, comment dire, sur lequel on regarde ce qui se passe et puis il y a des sanctions, soit parce qu'elles ne sont pas concernées par les lois, ça n'a pas l'air de beaucoup avancer. Je dirais que globalement, c'est un sujet, alors il y a des études là aussi qui disent on y sera dans 100 ans à l'égalité, j'en sais rien, je serai plus là pour le voir. Ce qu'on sait sur ce sujet, c'est que dès qu'on arrête, on recule. Eh oui.
Et alors, ce qui m'intéressait en complément de ce que vous dites là de façon un peu globale, c'est de vous poser la question aussi, Marie-Claude Tivanianam, concernant le secteur public. Alors, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, notamment en termes de chiffres. J'avais plutôt envie de vous poser la question en termes peut-être qualitatifs. Quels sont les objectifs peut-être qualitatifs en termes de mixité que les collectivités territoriales peuvent viser. Et puis, surtout, je me posais la question, est-ce que elles auraient un rôle majeur, mais un rôle même moteur, voire un rôle modèle à jouer par rapport au tissu local ou territorial? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'égalité, c'est quand même à la base des principes du service public. Donc, par définition, il faudrait que le service public soit exemplaire sur ce sujet. Ça paraît assez aller de soi. Après, il y a la réalité, malheureusement. Alors, nous, on a aussi une obligation sur les postes de direction générale, mais sur un dispositif qui s'appelle la loi Sauvadet, qui a été créé, qui a été adopté en 2012 et qui avait été créé sans forcément prendre en compte les spécificités de la fonction publique territoriale. Donc, il y avait l'idée d'avoir 40% minimum de nomination. Je dis bien nomination, parce qu'après, il y a les emplois tels qu'ils existent déjà, enfin les personnes qui sont en poste. Donc, il y avait l'idée d'avoir 40% de nomination, ce qui ne fait pas du coup 40% en réalité de postes occupés par des femmes. Et donc ça c'était très adapté pour des promotions de nomination comme on peut avoir à l'État. En revanche, chaque collectivité est son propre employeur. Donc, le nombre de postes en collectivité est assez faible par employeur. C'est-à-dire que, par exemple, moi, pour prendre un exemple concret, à l'agglo de Cergy-Pontoise, on a 5 postes sur la direction générale, le mien et 4 directeurs généraux adjoints. Donc, c'est à peu près le cas de beaucoup de collectivités. On est entre 3 et 7-8 postes, et la majorité, c'est autour de 5-6, quoi. Et donc, du coup, le dispositif de 40%, il s'est appliqué en faisant 4 nominations de suite. Sinon, ça ne s'applique pas. Donc, déjà, il faut nommer 4 personnes, donc c'est quand même beaucoup. Ensuite, il revient à 0 à chaque élection. Donc, ça veut dire que c'est pour faire en sorte que l'exécutif suivant ne soit pas redevable des choix du précédent, mais ça veut quand même dire que ça s'applique encore moins. Et au-delà de ça, le 40% qui s'applique à 4 nominations, ça ne vous aura pas échappé que mathématiquement, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un arrondi à l'entier inférieur. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, le taux de 40% qui a été adopté par la loi Sauvadet, il était de 25% pour les collectivités locales. C'est-à-dire que je fais 4 nominations, je peux nommer une femme et 3 hommes, je n'ai pas de pénalité. Il y a quand même des collectivités qui, avec même tout ce système qui n'est pas très engageant, n'ont pas respecté ce dispositif qui s'appelle le dispositif de nomination équilibrée et qui, du coup, ont dû payer des pénalités. Donc, ça montre bien que enfin, disons qu'il y a quand même du travail à faire pour progresser. Donc, il y a eu une nouvelle loi qui a été adoptée cet été, en juillet, qui a permis à la fois de rénover ce dispositif et aussi de mettre en place l'index égalité dans la fonction publique, ce qu'il n'y avait pas jusque-là. Et donc, nous, on a été très actifs à participer à l'association Dirigeantes et Territoires pour justement porter la voix des collectivités et essayer d'avoir le dispositif le plus approprié par rapport à ce sujet-là. Donc, il y a l'intégration d'une notion, alors c'est pas très beau comme expression, mais l'intégration de la notion de stock, d'emploi, parce que du coup, si on s'attaque qu'aux nominations et qu'en plus le pourcentage est finalement assez faible de 25%, et qu'on a pas mal de personnes en poste qui sont de fait pas mal d'hommes, en fait, ça ne fait pas évoluer, ça fait évoluer un peu la situation, mais pas forcément de manière drastique. Alors, il y a quand même eu une belle progression entre 2013 et 2020, puisque on a progressé en passant de 6%. Donc, en 2013, il n'y avait quand même que 6% de femmes sur des postes de direction générale. Aujourd'hui, on est plutôt à 28%. Donc, c'est une belle avancée quelque part, malgré les défauts du dispositif. Mais néanmoins, on est finalement quand même assez loin de l'objectif de mixité, en fait, sur ces postes-là. Et en fait, ce que je comprends là, c'est que notamment dans le secteur public, ce sont les lois qui imposent des changements, mais que si les lois sont pas là, rien ne se fait. Alors malheureusement, hein, c'est vrai que
moi, j'avais un préfet avec qui j'ai discuté qui me parlait du fait que lui, il n'aimait pas les quotas. Je lui ai répondu, ben, monsieur le préfet, je vais vous apprendre quelque chose, c'est que les femmes non plus n'aiment pas les quotas. Je pense que personne n'aime être nommé en ayant un doute sur le fait d'être nommé par quota ou par compétence, parce qu'on se dit, bon, ils m'ont nommé parce que j'étais une femme, voilà, il fallait bien chercher une femme quelque part. Donc, c'est sûr que ça fait jamais plaisir, hein. C'est comme au début de la loi sur la parité en politique, qui pour le coup a apporté de la mixité davantage sur le staff politique de nos collectivités locales, hein, depuis le début des années 2000. Mais voilà, quand on parle aussi des élus locaux, bah, dès qu'il n'y a pas de contraintes, en fait, il n'y a pas de mixité. C'est-à-dire, par exemple, les bureaux communautaires, les bureaux des intercommunalités, il n'y a aucune obligation. Et comme principalement, c'est des maires et que dans les maires, il y a moins de femmes que d'hommes, et ben, au résultat, on arrive avec des bureaux qui ne sont pas paritaires. Alors même que le fait d'imposer que les adjoints, ça soit homme-femme, bah, du coup, on a quand même cette mixité au niveau des équipes municipales, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est un peu malheureux parce que je pense qu'on aimerait toutes et tous arriver à une mixité sans avoir besoin de passer par des quotas et par des lois. Donc, nous, du coup, on s'est investi sur ce dispositif-là parce que tel qu'il était, quelque part, il était un peu mensonger, c'est-à-dire qu'il faisait croire qu'on était sur quelque chose de très engageant, alors qu'au final, pas tant que ça dans les faits. Et maintenant que la loi est passée en juillet, c'est vrai que là, je vois des collègues avec qui je discute qui vraiment se préoccupent maintenant d'avoir de la mixité dans les équipes de direction générale. Donc, c'est bien que la loi provoque une impulsion et une réaction parce que même si certaines n'avaient aucun problème à payer des pénalités et le disaient ouvertement, parce qu'il n'y a pas de name and shame, donc on ne sait pas vraiment qui les paye, bah, du coup, là, la loi a quand même un effet d'impulsion et de se dire, bon, là, il faut quand même y aller un petit peu plus. Oui. Et c'est vrai que le fait d'avoir même des femmes maires ou des femmes présidentes, ça ne règle pas le sujet. Enfin, et c'est pas enfin, il faut pas croire que les femmes recrutent plus de femmes, parce que moi j'ai entendu ça. Il y a plus de femmes qui deviennent maires, qui deviennent présidentes. Non, c'est pas ça qui fait que. Enfin, moi j'ai un patron qui est un homme, hein, il a recruté une femme DGS. Enfin, c'est pas le genre de l'élu qui fait que les femmes accèdent plus au poste. Mais c'est peut-être aussi l'habitude de voir plus de femmes, et notamment à des postes élevés, qui fait que hommes et femmes intègrent de façon plus évidente Oui, alors plus de mixité. il y a un sujet important qui est l'image du métier. C'est-à-dire que Mhm. moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que quand on est habitué, même soi-même, moi, je n'ai pas envisagé le poste de DGS, alors même que j'ai passé le concours d'administrateur territorial. Moi, le poste me donnait pas forcément envie et je ne me projetais pas dans le poste. Je pense qu'il y a un rôle important. Donc, par exemple, à Dirigeantes et Territoires, ce qu'on fait aussi, c'est des portraits de femmes dirigeantes. Et pour montrer aussi qu'il n'y a pas un seul parcours, il y a une variété de manières de devenir dirigeante et une variété de manières d'être dirigeante. Et ça, c'est aussi pour casser le stéréotype visuel même de ne pas avoir l'habitude de voir des femmes dirigeantes. Et on sait aussi que les femmes, elles prennent moins la parole, elles sont moins visibles dans les médias aussi. Et c'est vrai, par exemple, de la presse spécialisée. Et donc ça, c'est aussi un travail à faire que d'avoir cette image des métiers. Et c'est vrai aussi dans tout type de métier. Moi, je parle des métiers de dirigeante en collectivité parce que c'est ce sur quoi on travaille à Dirigeantes et Territoires. Mais c'est vrai aussi, par exemple, des métiers du social où bah, si on est habitué à avoir aussi des hommes qui s'occupent des bébés, des hommes qui travaillent dans les écoles, etc., et ben, du coup, on arrête de croire enfin de croire, d'avoir une espèce de présupposé même visuel, en fait, je ne sais pas comment le dire autrement, que l'œil est habitué à ce que ça soit forcément toujours des hommes ou toujours des femmes. Alors, vous me tendez la perche pour justement interpeller sur ce sujet-là Catherine Garnier, parce que voilà, dans votre secteur, je pense qu'au niveau de l'image, comme vous disiez, Marie-Claude Tivanianam, l'image du métier est d'emblée un peu masculine. Est-ce que, donc, si on fait l'état des lieux dans votre secteur, vous nous en avez parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il faudrait désexualiser certains métiers pour les rendre plus attractifs pour les femmes, ou alors, parce que, quand on avait échangé, vous parliez notamment d'un thème qui est important pour vous, qui est l'inclusion. Est-ce qu'il faut plutôt poser la question en termes de capacité d'inclusion de l'entreprise qui va générer aussi, elle, de la mixité? Qu'en pensez-vous?
Merci Aline. Oui, alors je rejoins aussi Marie-Claude sur ce qu'elle vient de nous dire. Oui, par rapport à moi, ce que je trouve important dans la mixité, c'est aussi l'inclusion, mais l'inclusion, la mixité se fait aussi par les cultures, se fait aussi par... Il n'y a pas que la mixité homme-femme. Les cultures sont importantes. Et même parce que nous avons préparé cet entretien, on avait même évoqué, moi j'avais évoqué aussi parfois des modèles économiques que moi je propose aussi dans l'entreprise. On travaille sur l'économie sociale et solidaire. On n'est pas du tout, nous, hein, dans ce mode de fonctionnement au niveau d'une entreprise SARL classique de production de menuiserie. Et en fait, moi, je trouve que c'est aussi intéressant parce que du coup, ça fait venir des hommes et des femmes de métiers différents, de cultures différentes d'entreprises. Et ça, je trouve ça aussi très riche. Et justement, Catherine m'avait repris à ce moment-là, et à juste titre, j'avais évoqué le fait que quand on est une femme, sûrement qu'on a aussi plus d'appétence, vous voyez, justement à travailler sur cette mixité de modèles économiques, de culture dans l'entreprise. Et en fait, elle a entièrement raison. C'était purement, en fait, on est tous égaux hein, quand on est. Et alors, c'est très marrant parce que, Catherine, j'ai pensé à toi le comment, ne serait-ce qu'avant-hier, on est quoi, jeudi, oui, donc avant-hier, nous avions en audition à la DDFE Najat Vallaud-Belkacem et qui, justement, mettait en avant le fait que nous sommes tous égaux et qu'en fait, après, c'est simplement des stéréotypes hein, que l'on nous donne. Alors, il est certain qu'aux petites filles, eh bien, écoutez, il faut les inciter à jouer avec des mécanos, à jouer avec des tractopelles, à jouer avec des camions. Et en fait, il y a tout un finalement une acculturation sociétale. Mais Catherine doit nous en parler bien mieux que moi. Mais et en fait, effectivement, nous sommes tous égaux. Et c'est vraiment ensuite après la façon dont nous allons être éduqués, et tout, hein, l'éducation nationale, nos parents, le monde de la publicité hein, joue aussi un gros rôle sur tout ça. Mais en tout cas, moi, au niveau du bâtiment, pour moi, c'est pas un sujet. Et je rejoins aussi Catherine tout à l'heure qui nous disait, par moment, on aime bien aussi se retrouver entre femmes. Voilà, sachez-le. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans le bâtiment et par moment, bah oui, parce qu'on ne va pas parler des mêmes choses, on ne va pas le dire de la même façon. Et vous inquiétez pas, ils savent bien aussi se retrouver entre hommes. Voilà, donc comme ça, tout va bien. Mais effectivement, moi, j'avais mis en avant, et pour moi, c'est très riche, cette mixité qui est aussi une mixité culturelle. Nous, on a des cultures différentes, des hommes et des femmes qui viennent aussi de métiers différents. Et tout ça, je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse de nos entreprises. Donc, je sors un petit peu du côté sexué, hein, mais pour moi, c'est aussi très, très important. Voilà. Oui, c'est en fait mixité et pluralité, c'est vraiment, c'est presque complémentaire en fait. Oui, et puis du coup, ça apporte aussi le respect. On doit respecter, quand on est un homme, on doit respecter une femme, on doit respecter un homme, on doit respecter une personne d'une religion différente, on doit respecter une personne d'une culture différente, on doit aussi respecter des personnes qui travaillent sur des modèles économiques différents. Et du coup, si vous voulez, je pense que quand on amène aussi euh, toutes ces données au sein de l'entreprise, hein, qui en fait est un petit écosystème, hein, et bien du coup, quand par exemple nous accueillons des jeunes filles, comme je vous le disais, qui sont durant leurs études, eh bien ça se fait naturellement. Si vous voulez, on n'est pas, alors moi hors de question s'ils commencent à se moquer et ainsi de suite, mais je ne l'accepterai pas
de la même façon, si c'est une personne qui est issue de l'immigration et qui a une couleur de peau différente, je n'accepterai pas que mes équipes, en tout cas, se moquent. Et donc, en fait, cette diversité, effectivement, amène aussi cette mixité. Alors, oui, j'allais vous donner la parole, Catherine. Juste conclure rapidement sur ce Voilà, que mais attendez, juste une petite seconde, si je peux me permettre, parce que je vois l'heure tourner, je vous donne tout de suite la parole et je voulais inviter les personnes qui nous suivent, si vous le souhaitez, à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. Voilà, de façon à ce que après notre échange, nous puissions regarder vos questions et y répondre. Je vous en prie, Catherine. Alors, ce qui notamment m'intéresse énormément dans ce que vous pouvez nous dire, c'est Catherine Vergniaud vous a un peu tendu la pêche, c'est tout ce qui concerne vous a tendu la perche, pardon, c'est tout ce qui concerne les stéréotypes. Et ma question à moi, c'était complémentaire, c'est est-ce que la mixité est-elle toujours porteuse, voire garante d'égalité? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais juste revenir sur ce que vient de dire Catherine. Et Catherine est le bon rôle modèle du chef d'entreprise ou de la chef d'entreprise qui est sur un sujet qui est engagé à titre personnel, zéro tolérance sur ce qui pourrait se passer. Et on sait que dans le monde de l'entreprise, ce sont deux préalables requis pour avancer. C'est-à-dire que dans les entreprises dans lesquelles les patrons disent oui, il faut s'en occuper, mais passent tout de suite à des objectifs commerciaux, à ci, à ça, ou laissent passer certaines choses, ça ne marche pas, on n'avance pas parce qu'en réalité, il y a une telle pression dans les entreprises aujourd'hui que si même le patron ne montre pas que c'est super important, pourquoi aller s'embêter à passer du temps là-dessus? Donc bravo Catherine, parce que c'est vraiment, c'était une belle illustration de comment les chefs d'entreprise, femmes et hommes, peuvent porter et doivent porter ces sujets-là. Alors après, excusez-moi Aline, votre question sur les stéréotypes, c'était, je vous entends plus. Non. Oui, si j'oublie d'ouvrir mon micro, c'est normal, vous ne m'entendiez pas. Oui, je me posais la question un petit peu provocatrice, hein. Est-ce que la mixité est toujours porteuse d'égalité, voire garante d'égalité, et notamment en lien avec ce que Catherine Vergniaud disait, je sais que vous êtes très soucieuse de ne pas renforcer les stéréotypes sous prétexte de promouvoir la mixité homme-femme en entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de ça? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. La mixité n'est pas garante de la fin des... Est-ce que la mixité et l'accès à la mixité est toujours garant d'égalité, en fait, d'accès à l'égalité? Non, parce que vous avez encore aujourd'hui des entreprises, par exemple, dans lesquelles on a les quotas des 40%. Les femmes sont quand même moins bien payées que les hommes. Les femmes, alors, c'est pas forcément toujours conscient, mais les femmes n'ont pas les mêmes opportunités que les hommes, etc., etc. Donc, c'est très culturel. Je ne sais plus si c'est Marie-Claude ou Catherine qui l'a dit, mais en fait, on est sur un sujet très, très culturel. C'est-à-dire qu'on est issu d'une société, on vit dans une société encore très patriarcale, donc on est élevé à l'école, dans les familles, comme le disait Catherine, on est élevé avec certains modèles qui se transmettent de génération en génération sans même les réinterroger. Et ça, je peux vous donner deux exemples. Vous voyez, moi qui baigne dans le sujet, moi j'ai 2 filles et un fils, c'était leur grand jeu d'essayer de me prendre avec le doigt dans le pot de confiture. C'est-à-dire que de temps en temps, je faisais une remarque en me disant les filles faites ça, et ils me disaient, dis donc, tu travailles pas sur la mixité, toi, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Donc en fait, vous voyez, un autre exemple, moi, j'ai fait une recherche à un moment donné sur les stéréotypes. À quel moment les stéréotypes s'ancrent et est-ce qu'on peut les faire bouger? Et donc, j'ai animé beaucoup d'ateliers dans des classes de CP et de CE1, dans des écoles privées, publiques, dans tous les quartiers, à Paris, en province, etc. Et je raconte toujours l'histoire. À un moment donné, j'avais des images d'ours qui n'étaient pas habillés. C'était exactement la même image et je disais ça c'est papa ours, ça c'est maman ours. Et après je montrais des ours en situation ou habillés et je disais que voyez-vous? Et l'ours qui donne le biberon, là c'était les petites filles qui prenaient la parole et qui disaient c'est maman ours qui donne le biberon.
l'ours qui faisait du VTT, c'est des petits garçons qui prenaient la parole, c'est Papa Ours. Et moi, je questionnais pour voir si on pouvait faire bouger ces représentations-là. Donc, je leur disais, ah, mais pourquoi c'est maman ours? Ton papa ne t'a jamais donne pas le biberon à ton petit frère. Oui, mais les mamans, c'est plus doux. Pourquoi ton papa n'est pas doux avec toi quand tu tombes, etc. Enfin, ouais. Et un jour, dans une classe de CP, il y a une petite fille qui s'est mise à soupirer pour qu'on l'entende. Donc, je lui dis, mais qu'est-ce que ça te plaît pas ce qu'on fait, etc. Elle me dit, non, mais de toute façon, c'est comme ça depuis toujours. Même à la préhistoire, les mamans s'occupaient des enfants, les papas chassaient. Je vois pas pourquoi ça changerait. CP. Alors, non seulement ça prouve que c'est ancré, que c'est difficile à questionner, et en plus, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les historiens, c'était des hommes et qu'ils ont balayé de façon certainement inconsciente un certain nombre de choses qui montrent aujourd'hui, on se rend compte que dans toutes les images qu'on retrouve dans les grottes, etc., les femmes allaient à la chasse comme les hommes. Donc, les stéréotypes, c'est très culturel, c'est très long, il faut toujours être attentif. Il faut ça, et c'est la diversité, en fait, qui permet de les questionner, de les remettre en question, au sens large. C'est-à-dire de ne pas rester ancré sur ce qu'on croit être tellement naturel pour se re-questionner. Mais non, c'est pas parce que vous mettez 40% de femmes dans une entreprise, parce que les femmes aussi ont des stéréotypes, hein, sur les hommes, sur elles-mêmes, et les hommes en ont sur eux-mêmes et sur les femmes. Donc non, il y a un gros, c'est vraiment un changement culturel important, et celui-là, pour le coup, il va prendre du temps. Catherine citait la publicité. On sait que tout est important. La publicité, aujourd'hui, il y a des codes, il y a des chartes dans la publicité pour arrêter des représentations, d'alimenter des représentations trop stéréotypées. À la télévision, aujourd'hui, on voit quand même, à un moment donné, on a dit aux chaînes de télé, il faut avoir autant de femmes que d'hommes. Donc, dans les journaux télévisés, vous aviez autant de femmes que d'hommes. Les femmes étaient les experts et les femmes étaient les témoins. C'est elles qui pleuraient parce qu'il y avait une inondation et qu'il y avait plein de boue chez elles. Et les hommes expliquaient que le climat était en train de changer. Aujourd'hui, ça change quand même. On le voit sur certaines chaînes, on a des femmes expertes, etc. Donc, tout ça, ça prend du temps. C'est partout, c'est tout le temps. Et le fait qu'il y ait des femmes qui arrivent n'est pas du tout garant que ça s'arrête. Oui, et en même temps, ce que vous disiez aussi, c'est que il ne faut pas imposer l'image de ce qu'apportent les femmes, une image qui serait en fait un stéréotype. Oui, les femmes vont apporter plus de concorde, oui, les femmes vont apporter elles sont plus plus de... bienveillantes. Voilà, Vous exactement. voyez, aujourd'hui, on nomme, Exactement. quand vous regardez dans les COMEX et les CODIR, quand on veut nommer des femmes, il y a la DIRCOM en principe et la DRH. En principe, c'est les deux femmes. Et puis quand on en veut une troisième, il y a la directrice juridique. C'est à peu près ça, hein. Donc on renforce des stéréotypes, parce que quand on explique ça, on nous dit, ah ben oui, mais parce que les femmes, une femme DRH quand même, c'est vraiment bien, parce qu'elles ont un sens de l'écoutiner, elles sont bienveillantes, elles sont attentives, etc. On renforce les stéréotypes. Avant d'être une femme ou un homme, on est un individu. Donc, on a été élevé d'une certaine façon, qui fait qu'on a certains comportements, certaines croyances, etc. Et on doit le respecter. Alors oui, c'est vrai que comme on a été élevé, en tout cas les personnes qui ont été élevées, par exemple sur le territoire français, avec les mêmes livres de cours, avec les mêmes programmes, avec les mêmes approches, etc. Statistiquement, on retrouve des comportements assez semblables, certains moments chez les femmes ou certains moments chez les hommes, mais avant tout, on est des individus. Donc, on arrivera, et quand Catherine tout à l'heure parlait d'inclusion, c'est ça la vraie inclusion. Vous savez, on dit toujours la mixité, c'est d'inviter les femmes au bal, et l'inclusion, c'est de les inviter à danser. Mais oui, ben oui. C'est qu'à un moment donné, il faut respecter les personnes en tant qu'individus, et pas faire peser. Vous savez, les hommes aussi, hein, vous avez des hommes, l'homme est le chef. C'est très difficile aujourd'hui pour un homme, par exemple, d'être homme à la maison, père à la maison. C'est super difficile. Ils disent, par exemple, de demander le mercredi après-midi pour aller s'occuper des enfants. C'est très mal vu. C'est super, ils n'osent pas. Ils se cachent pour le faire. Parce que c'est pas la représentation qu'on se fait des hommes. On leur dit, mais dis donc, ta femme, elle peut pas s'en occuper. On se demande qui porte la culotte à la maison, etc. Donc, les stéréotypes, c'est vraiment, pour conclure, c'est un sujet culturel qui va être long. Il faut être attentif tout le temps. Quand on parle de mixité, souvent, on renforce. Vous voyez, moi, je vois des formations pareil, des formations qui s'appellent leadership au féminin. Moi, je dis, mais c'est quoi le leadership au féminin?
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est le leadership au féminin? Est-ce que dans les entreprises, il y a une case, tiens, on va évaluer les personnes sur le leadership au féminin, sur le leadership au masculin? Non. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Mmh. Et malgré tout, et je voulais vous demander votre avis, Marie-Claude Tivaniana, parce que je vois qu'il n'y a pas de questions. Tant qu'il n'y a pas de questions, je continue. Sinon, vous posez vos questions, vous êtes vraiment les bienvenus. Malgré tout, il semblerait quand même qu'il y ait une ou des cultures d'entreprise qui ne conviennent pas toujours aux femmes, ou en tout cas qui sont pas toujours évidentes pour les femmes à intégrer, ou qui leur permettent pas forcément de prendre leur place, notamment en termes de prise de parole, et qu'il y ait des modalités un peu différentes, effectivement liées au fait que nous sommes des individus, des sujets, mais aussi par le fait que l'éducation, la culture peut-être des femmes n'est pas tout à fait celle à laquelle elles arrivent en entreprise, dans laquelle elles arrivent en entreprise. Je pense notamment, je ne sais pas si ça vous parle, au livre excellent qu'une ancienne avocate a écrit, Céline Alix, qui s'appelle Merci mais non merci, qui parlait de ces femmes qui arrivent dans des postes de dirigeantes, en tout cas des postes assez élevés en entreprise, et qui décident de ne pas poursuivre leur carrière parce que elles en ont assez, tout simplement, de devoir lutter contre des normes, des codes et une culture d'entreprise qui est majoritairement masculine et dans laquelle elles ne se retrouvent pas. Et elle dit qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent la décision ensuite de créer leur propre entreprise ou créer leur propre activité parce qu'elles trouvent ça beaucoup plus simple de travailler notamment avec des femmes. Qu'en pensez-vous de votre côté, Marie-Claude Tivanianam, dans la sphère publique, territoriale? Est-ce que vous pourriez parler aussi de cette résistance de la culture, d'une forme de culture? Alors oui, elle est encore. Enfin, je pense qu'il y a en plus quelques phénomènes aggravants, c'est-à-dire que par exemple, dans la territoriale, dans les collectivités, on a plein de métiers différents. Donc, ce qui peut être à la fois une source de richesse, justement, si on utilise ça correctement en management pour apprendre à s'écouter, à se comprendre. Voilà, enfin, moi, dans mon équipe, j'ai aussi bien des personnes qui travaillent dans la sphère culturelle, dans la sphère sportive, technique, des agents de terrain, des cadres. J'ai vraiment une variété de métiers qui est énorme par rapport à ce qu'il peut y avoir dans certaines entreprises qui ont cette variété, mais peut-être à moins grande échelle. Nous, on a vraiment plein de métiers par collectivité, puisque notre sujet, c'est le territoire, et après qu'on a plein de compétences pour le gérer, en fait. Donc, du coup, ça peut être source justement de quelque chose d'intéressant. Mais en fait, du coup, ça peut amener à une grande centralisation. Et plutôt que, on a une culture à la base qui parfois est un petit peu centralisée et du coup des DGS qui incarnent quelque chose d'assez centralisé où il y a une forme de contrôle. Bon, quand je dis ça, ça fait écho aussi à ce qui peut se passer dans certaines entreprises. C'est pas spécifique forcément, mais nous, ça peut être un phénomène un peu aggravé par cette diversité des directions et du coup, le point de centralité qu'est le DGS. Donc, c'est vrai que du coup, ça implique de travailler autrement, enfin, de travailler sur le collectif de direction générale, quelle place pour les DGA dans nos équipes, parce que moi, j'ai connu des systèmes très pyramidaux où effectivement, c'est le DGS qui décide de tout, qui contrôle tout. Bon, ce qui n'est pas complètement vrai parce qu'il ne peut pas, mais de fait, qui instaure un peu un mode de fonctionnement de ce type-là. Moi, quand j'étais numéro 2, j'ai d'abord été directrice générale adjointe. Il y a eu des organisations où moi, je ne me plaisais pas du tout. Et il y a même eu des moments où je me suis demandé si je n'allais pas quitter le métier. Donc, ça rejoint un peu l'expérience de certaines femmes qui se disent j'en ai marre, je vais créer ma boîte. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai brigué le poste de numéro 1. Et je dis souvent, parce qu'on peut dire que ce métier de DGS est difficile. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui me disent voilà, c'est dur quand même, on est entre les élus, les équipes, tout ça, on a moins d'argent, enfin, c'est très compliqué, ça devient de plus en plus compliqué. Beaucoup de demandes sociales qui augmentent, mais l'argent qui diminue. Donc, on est face à ces injonctions. Des élus qui veulent beaucoup, mais on n'y arrive pas forcément à suivre, bref. Mais en fait, moi, je trouve que justement,
c'est ce que je dis beaucoup aussi à des femmes qui hésitent à prendre ce poste-là, c'est que je trouve que justement, quand on est numéro 1, le gros avantage, c'est un peu ce que disait aussi Catherine, c'est qu'on a la capacité aussi à porter une culture, à porter une façon de faire. Et moi, par exemple, la question des horaires, voilà, moi-même, je lance des signaux sur ce que c'est qu'une vie équilibrée, y compris quand on est DGS. Donc, ça envoie aussi une culture pour tous les cadres de la maison. Prendre un exemple concret, le premier CODIR élargi qu'on a organisé à l'agglo de Cergy-Pontoise, mon fils a déclenché la varicelle dans la nuit. Donc, tous ceux qui ont été confrontés à ça voient très bien de quoi je veux parler. Bah, du coup, le matin, j'étais à la bourre, enfin voilà, c'était très difficile. Donc, j'ai loupé le café d'accueil et je suis arrivée pile poil au moment où on allait commencer. Bah, moi, j'ai commencé par dire, je suis désolée, j'aurais vraiment aimé être avec vous, mais voilà, j'ai eu une contrainte familiale. Et j'ai dit très clairement ce qui s'était passé. Ça, c'est ce que des dirigeants osent parfois pas dire, mais c'est un signal qui est envoyé à tout le monde de dire, le jour où votre gamin, il a la varicelle la nuit, complètement malade et tout, et que le matin, vous savez pas gérer, ben, ça peut arriver d'être en retard, enfin voilà, et tout simplement d'en parler librement sans se dire, se culpabiliser parce que je suis une mauvaise DGS d'avoir loupé le café d'accueil de mon codir élargi. Donc voilà, enfin, je mentionne cet exemple très concret parce que je pense que changer la culture, ça passe aussi par ce genre de choses. Ou quand on a, moi voilà, si j'ai un collaborateur ou une collaboratrice qui est pas très bien parce que commence à être malade ou quoi, bah, rentre te reposer au lieu de se dire bah non, non, on est esclavagiste jusqu'au bout. Enfin, je caricature un peu, mais du coup, enfin, c'est aussi quand on est numéro 1, on a cette capacité aussi à pouvoir faire plus facilement évoluer le modèle que quand on est numéro 2. Oui, donc c'est super intéressant ce que vous dites, parce que ça signifie que la mixité, elle évolue à la fois par le nombre, mais aussi par la place des femmes. Et en Exactement. fait, hein, vous invitez Et donc, moi, je finalement. connais beaucoup de femmes qui trouvent que c'est très facile de devenir DGA et que c'est très dur de devenir DGS, parce que soi-disant, ce métier-là est beaucoup plus difficile. Mais moi, je me sens beaucoup mieux depuis que je suis DGS plutôt que DGA, parce que, en fait, je fais un peu à ma sauce et que j'ai cette capacité-là à développer une culture interne, y compris sur d'autres choses que la mixité, mais qui favorise du coup un autre climat. Et moi, j'ai eu un retour indirect d'un agent de terrain, une femme qui était dans les services techniques et qui a dit depuis que la nouvelle DGS est arrivée, bah, j'ai plus de remarques, alors qu'avant j'en avais. Donc moi, j'ai jamais fait une formation au sein de ce service technique pour leur dire faut pas faire de remarques sexistes. Mais le fait est que ça ruisselle et qu'en fait, finalement, quand on est numéro 1, on a cette capacité à envoyer des signaux, même parfois dont on ne maîtrise pas toujours comment ça va ruisseler dans la collectivité, mais on envoie des signaux de culture interne qui, pour moi, sont déterminants. Et du coup, moi, j'encourage les femmes à dire, bah, prends le poste de numéro 1. D'accord, il y a t'es plus exposé peut-être, mais en fait, tu as une équipe autour de toi, donc tu n'es pas seule, contrairement à ce que parfois on véhicule sur ce rôle de numéro 1. Et au-delà de ça, tu as cet énorme pouvoir de changer les choses par ta manière de faire et du coup de lever même des freins qu'on a soi-même quand on est numéro 2 parce qu'on a peur de cette dissonance avec son chef. Parce que moi, j'ai pu avoir peur de se dire, bon, bah, c'est pas ce qui est porté par le plus haut niveau. Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que je pense que quand on est numéro 2, moi-même, je me suis un peu auto-censurée rétrospectivement, c'est comme ça que je le vois. Mais sauf que c'est vrai que quand on est numéro 1, on a cette capacité-là. Bon, Catherine, oui, vous vouliez aussi réagir? Oui, je voulais réagir à ce que dit Marie-Claude, et je dirais qu'on a besoin d'héroïnes comme Marie-Claude et Catherine, parce qu'on ne change pas, on ne peut rien changer de l'extérieur. Donc en fait, il faut des femmes, effectivement, qui, dans l'entreprise, montent dans la hiérarchie, et qui peut-être vivent des choses un peu difficiles, alors parce qu'elles sont les premières, parce qu'elles apportent quelque chose de nouveau, un regard, enfin, en tout cas, une façon de travailler un peu différente, puisque mixité, hein, sans dire qu'elles sont différentes des hommes, etc. Et on a besoin, c'est pas en sortant du monde de l'entreprise qu'on arrivera à faire bouger les lignes. Et d'ailleurs, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand on regarde les femmes qu'on citait en rôle modèle comme des femmes qui étaient dans le haut de la hiérarchie il y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, elles avaient quelque chose de très masculin, c'est-à-dire qu'elles prenaient les codes qu'elles pensaient être les codes nécessaires pour avancer. Aujourd'hui, et on a deux exemples parfaits en face de nous, on a des femmes qui restent ce qu'elles sont, qui restent qui elles sont, et qui montent tout en haut, et ça fonctionne, et ça fait bouger la culture, et ça fait bouger les stéréotypes, et ça fait avancer la mixité.
Donc, ça veut dire que si c'est possible aujourd'hui, c'est que déjà la culture a évolué pour Oui, qu'aujourd'hui, des femmes puissent à la fois exercer le pouvoir et manifester le pouvoir en restant des femmes. ben, et de toute façon, oui. Et puis quand on voit le cadre légal, de toute façon, les entreprises ont obligation d'aller trouver des femmes, hein. Donc, elles sont obligations pour celles qui n'y arrivent pas, parce qu'il y a quand même vous en parliez, mais il y a des environnements qui sont vraiment pas très bienveillants quand les femmes arrivent, hein. S'il y a des secteurs d'activité, des métiers, etc. Vous voyez, par exemple, il y a des stats qui montrent que, je sais plus, il y a les avocats, dans l'informatique, à 32 ans, il y a 50% des femmes qui ont quitté leur job, quoi, parce que c'est des secteurs dans lesquels on leur fait vraiment pas de place, on leur laisse pas de place, etc. Mais aujourd'hui, les entreprises sont obligées de trouver des femmes, donc les grosses en tout cas. Donc en fait, ben, elles font peut-être un peu plus d'efforts que dans le passé aussi. Bien sûr. Catherine Garnier, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais réagir à ce que vient de dire justement Catherine par rapport aussi à la façon, à notre comportement de femme. Et je dois dire, en étant dans le bâtiment, forcément, moi j'ai fait beaucoup de chantiers à une époque, j'en fais beaucoup moins maintenant, même quasiment plus, il faut être honnête. Il est certain que vous n'allez pas sur un chantier en petite robe et avec des talons aiguilles, parce que c'est un petit peu compliqué, surtout quand il faut monter dans un échafaudage, c'est pas très pratique. Mais je reconnais au départ, dans mes débuts à la Fédération française du bâtiment, enfin on va dire dans des implications syndicales interprofessionnelles ou de filière, j'avais tendance à me masculiniser. Bon, j'ai les cheveux courts, mais ça c'est autre chose. Mais j'avais cette tendance et en fait, au fil des années, et puis bah, je pense qu'on change aussi, on prend en maturité, j'ai développé de plus en plus un côté féminin. Et je trouve que c'est intéressant aussi. Et en fait, vous ne vous faites pas plus respecter. Enfin, je veux dire, c'est pas l'habit qui va vous faire être respectée femme en vous mettant homme. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà. Et je trouve que ce point est intéressant parce qu'on peut l'avoir vécu. Moi, je l'ai vécu jusqu'au moment où bah voilà, enfin, j'ai envie de dire aujourd'hui, je ne me pose même plus la question. Et d'ailleurs, j'ai pas de remarques sexistes ou j'ai pas de, vous voyez, voilà, j'ai pas de difficultés en fait particulières parce que en étant numéro un, comme le disait Marie-Claude, il est certain que nous on donne le là. Donc dans nos entreprises, j'ai envie de dire, bah, s'ils suivent pas la règle, moi sans problème, je peux mettre un avertissement à quelqu'un qui ne va pas être respectueux de ces règles de vie commune. Mais par contre, quand vous tombez dans de l'interpro, quand vous tombez dans de la filière professionnelle, le monde du syndicalisme, du paritarisme, pour le coup, c'est un peu différent. Vous êtes dans une sphère qui est complètement différente. Là, vous n'êtes plus la numéro un. Vous avez votre mandat et votre mandat, il faut le porter. Et c'est vrai que parfois, en tout cas au début, par manque de confiance, hein, je pense en moi tout simplement, eh bien j'avais ce côté effectivement à me masculiniser, or qu'il n'y avait aucune raison. Et voilà, c'était ce que je voulais témoigner, apporter. C'est vraiment très intéressant. Est-ce que ça voudrait dire que finalement, c'est le fait de gagner en confiance et de gagner en légitimité qui vous permet de ne pas vous travestir ou de ne pas adopter je sais pas, les codes masculins et d'être pleinement vous, en fait? Oui, je pense que c'est un mixte des deux. Effectivement, il y a la confiance, il y a l'âge aussi. Bon, ça peut aller avec la confiance, mais oui, et puis le respect aussi des hommes et des femmes, hein, puisque on se retrouve. Parce qu'effectivement, hein, le jugement, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais attention, hein, le jugement des femmes est parfois même plus cru que celui des hommes. Donc, je pense qu'on ne se fait pas de cadeaux entre nous, hein, on est assez dur. Et donc voilà, oui, je pense que
c'est un mixte des deux, mais en tout cas, c'est bien aussi de révéler sa personnalité, de révéler sa féminité, tout comme on a une part aussi de masculinité en nous, mais de ne plus, de ne pas rentrer en tout cas dans un costume qui n'est pas le nôtre. Voilà, ça c'est, Oui. je crois, très important. Et donc, ce que vous dites toutes, c'est qu'effectivement, finalement, la mixité, ça fait évoluer la culture. Ça fait évoluer la culture de l'entreprise parce que ce sont des personnes différentes. Mais même Catherine Guerniot, quand vous parliez de mixité culturelle, hein, au-delà même de la mixité de genre, la diversité fait évoluer la culture de l'entreprise à partir du moment où il y a moins une culture monolithique qui est basée sur un type de personne. Voilà, toujours le même. Est-ce que vous avez envie de rajouter l'une l'autre quelque chose sur cette question-là, sur l'évolution de notre culture, finalement, d'entreprise? Marie-Claude, oui, je vous Oui, en prie. c'est pour ça que moi j'ai une vice-présidence au syndicat des DG sur transition managériale, hein. C'est que en fait, je pense qu'au-delà de la question de enfin sur encore une fois sur le top management, au-delà du fait que on a été des entrantes à un moment où on n'était pas majoritaire, donc c'est par rapport à ce stade en fait où on passe en mode c'est normal. Nous on a été quand on a pris nos fonctions sur des moments où c'était pas complètement normal. Et du coup c'est vrai que ce qui est compliqué c'est que on arrive, on découvre le métier, on essaye de comprendre un peu les codes, voilà. Et après effectivement on passe un cap quand on a ses galons quelque part. Enfin, on a besoin de ça, je pense, et parce qu'on est en 30 aussi. À partir du moment où on se dit, on a des retours positifs de nos collaborateurs, de nos employeurs, enfin, moi je parle de mon patron en l'occurrence, quand on voit bien que ce qu'on fait, ça fonctionne, au bout d'un moment, on prend de plus en plus confiance et c'est là, je pense, où on ose davantage porter des choses qui nous sont complètement propres. Et bon, moi, personnellement, par exemple, ce qui a été déterminant pour moi, c'est d'avoir un coaching qui me permette d'aller chercher ce que moi, j'avais envie de faire et de porter, et pas de me demander, parce que ça, c'est quelque chose d'assez fréquent, de me demander ce qu'on attend de moi. Donc que ça, c'est la base, c'est que quand on arrive sur un poste, on se dit qu'est-ce qu'on attend de moi, quel est le comportement que je dois avoir, quelle est la posture que je dois avoir par rapport à ce qui se fait. Et après, il y a le coaching, moi, ça m'a aidé à me dire, ça, j'ai envie de faire, et d'avoir quelqu'un qui me dit, c'est super, vas-y. Enfin, ça peut paraître un peu basique, mais en fait, ça aide vachement. Et qu'à un moment, du coup, on tente. Et moi, j'ai assumé aussi, y compris sur d'autres sujets que la mixité, d'être dans quelque chose d'expérimental. Et je dis beaucoup ça dans la collectivité, on tente des choses et je dis, on tente, on verra bien si ça marche. Et cette culture aussi de se dire droit à l'erreur, ça permet aussi de se dire, il faut expérimenter. On est dans une société qui change, on a beaucoup d'enjeux de transition sociétale, managériale, environnementale. On est dans un changement et aussi les plus jeunes générations attendent autre chose aussi du monde du travail. Comment est-ce qu'on s'adapte à tout ça? Et c'est aussi en tant que dirigeante de manière plus large qu'uniquement sur la question de la mixité, comment est-ce qu'on essaye de transformer ce qu'on a à travailler et du coup, comment est-ce qu'à un moment, on assume aussi de tenter et on tente, on voit ça marche pas, on en tire des leçons. Et du coup, en tant que dirigeant, je pense que c'est ce cap-là et moi, c'est vraiment le coaching qui m'a aidé à passer ce cap. Merci. Alors, je vais vous demander un petit mot de conclusion. D'abord, peut-être Catherine Guerniou. Bien sûr, je vous laisse rebondir, mais ce sera votre mot de conclusion, s'il vous plaît. Oui, mais du coup, effectivement, je peux en faire mon mot de conclusion. Ce qui est riche dans la mixité, et cette mixité, moi je vous ai fait part aussi de cette mixité culturelle, c'est qu'il faut bien comprendre que parfois ces personnes, enfin ces hommes et ces femmes qui rentrent aussi dans l'entreprise, qui n'ont pas forcément cette culture, découvrent aussi cette culture. Donc à travers aussi de notre mode de fonctionnement que l'on impulse en fait au niveau d'une gouvernance d'entreprise et des valeurs que l'on porte, finalement, on acculture tout le monde. On acculture les entrants, on acculture ceux qui sont déjà en place, mais bon, ceux qui sont en place, ils connaissent déjà un petit peu, on va dire, les rouages. On les acculture quand il y a des nouvelles cultures qui arrivent, mais également ces personnes qui nous rejoignent découvrent aussi notre mode de fonctionnement et justement cette pluralité, cette
multi-mixité que l'on a. Et ça, voilà, je pense que c'est une chose importante. Et mon mot de la fin, c'est que je vous remercie parce qu'on a eu des échanges, je pense, qui ont été très riches à travers le regard de Marie-Claude et de Catherine. Catherine a apporté des éléments que j'ai trouvés très pertinents et que je retrouve beaucoup depuis 15 jours que l'on s'est vu. Donc, c'est marrant, vous voyez, il y a une sorte de comment, je ne sais pas pourquoi les sujets arrivent d'un coup, mais en tout cas, il y a un alignement des planètes, on va dire. Donc voilà, merci beaucoup. Ça fait résonner. Ça fait Ça fait résonner. résonner, tout à fait, C'est tout à ça. fait. Et on a pu se trouver aussi parfois dans ces difficultés, aussi, c'est ce que je vous disais, hein, soi-même, pas toujours peut-être là où on aurait dû être, mais justement, on grandit et des échanges comme ça je pense, nous font encore grandir. Voilà, parce qu'il y a toujours à améliorer et rien n'est jamais gagné parce que quand même, et là, j'étais en plénière avant-hier sur justement le droit des femmes au niveau de l'Europe. Vous savez qu'il y a un backlash qui est très, très important en ce moment, c'est-à-dire un retour en arrière du droit des femmes. Je pense qu'il faut savoir le dire aussi et il faut savoir se mobiliser parce que nous avons, je pense, nous devons faire attention. Voilà, nous devons être vigilants pour garder ces droits qui nous permettent justement de tout le bénéfice que l'on vient de démontrer ce soir. Oui, Merci. comme disait tout à l'heure Catherine, quand on n'avance pas, on recule. Catherine, Oui. Catherine du coup, Bonneville-Moravski, votre mot de la fin peut-être? Pour conclure, je voudrais revenir sur ce sujet de la culture, du changement de culture. Effectivement, les entreprises dans lesquelles il y a des femmes qui sont numéro un diffusent certainement une culture différente, mais que tout ça, c'est pas un système fermé. Le monde, la société aussi vient dans l'entreprise sort dans la société. Donc, c'est pour ça aussi que c'est long, c'est que tout doit avancer en même temps. Et je voudrais juste mettre une alerte sur 2 points. Le premier, et merci Catherine de l'avoir souligné, mais c'est vrai que on voit que rien n'est acquis, hein. En Europe et ailleurs dans le monde, on revient, il y a un retour en arrière sur la position des femmes, sur les droits liés aux femmes, etc. Ce qui prouve que la société n'était pas encore suffisamment mixte pour être une parade à ce retour en arrière, et on en est loin de ce sujet. Et un deuxième stéréotype largement répandu, les études ont l'air de dire un peu le contraire, c'est que je pense qu'il faut arrêter de se dire qu'avec la jeune génération, ça va changer. C'est un stéréotype qu'on leur met sur les épaules. Donc, c'est ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices, hein, c'est-à-dire que les jeunes, ils entendent tellement dire qu'eux, ils sont tellement différents, ils vont changer le monde qu'ils le répètent. Mais dans les faits, à un moment donné, ils reviennent à des choses qu'ils ont connues dans leur culture, dans leur environnement. Et il y a une étude qui vient de sortir qui montre que les jeunes hommes sont beaucoup plus sexistes que la génération précédente. Donc attention aux idées reçues qu'on colporte. Faut rester vigilant tout le temps et voilà. Et on en a encore pour longtemps, donc il faut pas s'user. Oui, bon, merci beaucoup. Et merci pour finir, merci beaucoup vraiment à Catherine et Marie-Claude, parce que si on avait des femmes comme elles qui témoignaient régulièrement, d'abord ça donnerait envie à des jeunes femmes d'aller là où elles n'imaginent pas aller aujourd'hui, et ça montrerait à des hommes qui sont un peu récalcitrants et à des femmes aussi qui sont récalcitrantes, parce qu'il y a des femmes récalcitrantes, que on peut trouver un équilibre dans la mixité femmes-hommes. Donc merci beaucoup. Bon, merci à toutes les trois pour votre échange absolument passionnant, plein de ressources et très, très inspirant. Je voulais juste, Sigal, si tu veux bien, qu'on montre un livre de la collection Égal à Égal, qui date déjà de 2014, mais qui est quand même très intéressant, de Françoise Vouillot, sur les métiers. Les métiers ont-ils un sexe? En dehors des chiffres, bien sûr, qui sont un petit peu anciens, c'est une réflexion vraiment de fond très intéressante sur la façon dont notamment l'éducation prépare les garçons et les filles, et après les hommes et les femmes, à
porter un regard sur les métiers qui les accueillent ou les excluent. Et c'est vraiment très intéressant en complément de votre livre, Catherine. Voilà, il est temps pour moi de clore cette soirée. Un grand merci à vous trois qui avez été vraiment très très présentes et très engagées dans votre parole et dans vos échanges. Merci beaucoup. Merci bien sûr aux laboratoires de l'égalité de rendre possible ces rencontres. Nous aurons bientôt une autre rencontre à vous proposer. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur le site du Laboratoire de l'égalité. Merci à Sigale Lévy-Gauvin, qui est notre coordinatrice, de rendre possible aussi cette organisation et fluide cette organisation. Et puis, écoutez, bonne continuation dans tout ce que vous faites et ce à quoi vous œuvrez pour promouvoir la mixité et plus de variété, de pluralité au sein de nos entreprises et de notre culture. Merci à vous. Bonne soirée à vous. À très Merci. bientôt. Merci, au revoir. Merci. Bonne Merci à soirée vous. à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Principal. Merci. Voilà, donc bienvenue. Et bienvenue aux personnes qui nous ont déjà